Bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire de cette édition, les autorités politiques de Ranérou exigent la lumière après la mort des oryx suite à leur enlèvement. Ils estiment que les bêtes ont été convoyées aux alentours de 1h du matin en plein couvre-feu sans qu'elles ne soient mises au courant. Les habitants de Yenne mettent en garde le maire contre la vente du site abritant la colline sacrée de la localité. Il se démarque des propos annonçant sa vente et réclame sa sauvegarde. Immersion dans cette édition à l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène. L'établissement fait face à un trop-plein de malades du coronavirus avec des salles d'hospitalisation débordées. Le coordonnateur du centre tire la sonnette d'alarme dans ce journal. Et puis le secteur touristique chiffre ses pertes à plus de 240 milliards de francs CFA à cause de la pandémie. La Fédération des organisations patronales de l'industrie du tourisme demande à l'État de régler la facture des hôtels qui ont hébergé des cas contacts à hauteur de 12 milliards de francs CFA. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite, le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Enlèvement des oryx de la réserve de Katané dans le Ferlo. Le président du conseil départemental et le maire de la localité exigent la lumière sur la mort des bêtes qui, disent-ils, ont été enlevées en plein couvre-feu. Des propos recueillis par Ali Bandelian. Tey biñ leen di jëlee foofu vers 1h du matin ci couvre-feu bi lañ leen jëlee foofu ba am yoo xam ne bi ñuy demee ba yóbbu leen yàlla dafa def ñu dee ci diggante bi kon nag mbir mi mbir bu ñuy ñaawlu la. C'est inacceptable ce qui s'est passé dans la réserve de Katané. En tant que président du conseil départemental, je n'ai jamais été informé de cet enlèvement. Ces oryx font la fierté de toutes les populations de Ranérou-Ferlo. N'oubliez pas, le département de Ranérou est constitué de plus de 80% de réserves. Ce qui fait d'ailleurs notre fierté et le développement de notre département passe incontestablement par ces réserves-là. Que le ministre de la République se lève un jour, nuitamment venir nous prendre ces animaux, nous ne sommes pas d'accord. Nous avons averti qui de droit. Nous avons interpellé le président de la République. Il faut qu'il ramène ces bêtes et nous exigeons une enquête pour savoir d'abord les conditions dans lesquelles il les a pris et qui le lui a autorisé. Nous ne l'acceptons pas et au nom de tout le département de Ranérou-Ferlo, nous disons non. En tant que njiitu conseil départemental dañ koy ñaawlu waaye ànduñu ci te yëguñu ko. ñu def situation yi mu yóbbu woon ñu xam li ci manqué ñu évaluer ko lépp lu muy jar même buy dem Israël jënd ko dina ko jëndi ñu remplacer waat. Ce qui est beaucoup plus choquant, c'est que ce ministre qui vient prendre ses oryx pour, nous dit-on, sa ferme privée, mais est-ce qu'il a plus de droits que nous pour bénéficier de ces animaux-là? Nous sommes des fils du terroir, nous avons un environnement beaucoup plus propice à l'expression de ces animaux sauvages. Il vient ici, on l'accueille à 7h du matin, on ignorait que dans sa tête, il avait le projet de venir prendre ses oryx. Aujourd'hui, ce que nous réclamons est très simple. Quitte à ce qu'il parte en Israël, acheter là-bas des oryx, qu'il nous rend nos oryx, c'est une exigence. Et nous prenons toutes nos responsabilités. Tous mes collègues maires ont sorti des arrêtés pour interdire les braconniers et les chasseurs. C'est ce qui a donné ce résultat que vous voyez aujourd'hui. Nous donc amul ci ñun benn yitte fonk ñu considéré wuñu loolu nag ñun dañuy demander mu delloo ci oryx yi li mu gën a gaaw. De la tension autour de la colline sacrée de Yenne. En effet, les habitants se démarquent des propos annonçant la vente de ce site sacré par le maire de la localité. En assemblée générale, il souligne que la mairie n'a jamais délibéré sur cette colline dont il réclame sa sauvegarde. Je vous propose de suivre leur porte-parole, des propos recueillis par Ousseynou Thiam et Ahmadou Bamba Samb. L'Assemblée n'a jamais dit que la colline a été cédée par le le maire de la commune. C'est ce qu'ils le disent. Ils n'ont qu'à prendre toutes leurs responsabilités. Qu'est-ce qui se passe réellement? Ce qui se passe est que cette colline dont on parle est entourée de propriétés privées, de champs appartenant à autrui, et que ces mêmes personnes ont eu à vendre. Et que ces nouveaux propriétaires-là ont dû se procurer de délibération. Il y a bel et bien délibération pour ce cas précis. Mais je dis bien avant cette date et bien avant cette délibération, il y avait nombre de parcelles autour de la colline qui a été, même en 2015, lorsque ces gens-là se levaient pour cette colline, il y avait déjà des délibérations tout autour.
Mais ça ne gênait pas. Et pourquoi Mbaye, qui est beaucoup plus loin de cette colline, gêne aujourd'hui? Et cela pose problème. Donc on ne saurait dire aujourd'hui que la colline a été morcelée et vendue. Ça, ce n'est pas vrai. Et puis affaire Ndengler, le conseil municipal de Ndiaganiao se dit prêt à défendre les habitants. Il exhorte Babacar Ngom à rétrocéder les terres aux paysans. Gananing et son équipe demandent aussi à l'État du Sénégal de prendre ses responsabilités dans ce dossier. Je vous propose de le suivre au micro d'Abdourahmane Diallo. Le conseil municipal de Ndiaganiao s'engage par ma voix à défendre les intérêts des paysans de Ndengler dans la légalité, en mettant en avant l'instauration de la paix sociale. Le conseil municipal exige la matérialisation de la limite territoriale entre la commune de Signa et de Ndiaganiao et par extension la limite entre Ndiaganiao et les autres communes frontalières. Le conseil municipal invite l'État à prendre ses responsabilités pour un règlement définitif du conflit entre la Sedima et Babacar Ngom. Toujours à propos de ce litige foncier, le professeur Abdoulaye Dièye demande à l'État du Sénégal de procéder à la réforme des textes régissant le foncier au Sénégal. L'ancien membre de la Commission nationale de réforme foncière soutient également que c'est le rôle de l'État du Sénégal de porter la médiation entre les populations de Ndengler et la société à Sedima. Il a rencontré nos reporters Mohamed Samb et Youssou Baron. Il est assez normal que l'État intervienne dans le conflit foncier opposant les populations de Ndengler au président du groupe Sedima. Mais question, est-ce qu'il pourra aller jusqu'au bout? Il faut au moins expliquer aux populations, donc l'État et les aboutissants de ce conflit-là. Mais on ne peut pas dire que l'État n'a pas à intervenir parce que l'État est garant de la sécurité et de la tranquillité publique. Maintenant, qu'est-ce que l'État va faire? Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, l'État a des armes. Mais est-ce que l'État ira jusque là-bas? Parce qu'encore une fois, quand on veut reprendre, ou bien quand on veut exproprier, reprendre un titre foncier, il faut l'expropriation. L'expropriation du foncier requiert un certain nombre de conditions, notamment l'indemnisation des parties concernées. C'est le sentiment de l'ancien membre de la Commission nationale de réforme foncière. Puis quand on veut prendre la propriété de quelqu'un, non seulement il faut que l'État puisse justifier ça par l'utilité publique, mais également indemniser et faire une indemnisation juste et préalable. Quand on dit juste et préalable, ça veut dire quoi? Généralement, c'est beaucoup d'argent. Et ça, il y a une entente. S'il n'y a pas d'entente, c'est le juge qui décide et qui va dire le montant de l'indemnisation. Est-ce que l'État a la possibilité d'indemniser? Ça, c'est une question. Le juriste considère que les textes régissant le foncier au Sénégal sont obsolètes, d'où l'urgence de les réformer. Les textes sont vieux, les textes sont bons, mais sont vieux. 64, ce qu'il y avait en 64, ce n'est plus ce qu'il y a aujourd'hui. Donc la loi sur l'éducation nationale, ça répondait à un contexte bien déterminé. Ce contexte aujourd'hui a quand même beaucoup changé. C'est-à-dire on n'a même pas besoin des juristes pour savoir que 64, aujourd'hui, il y a beaucoup de changements. L'autre texte, c'est 76, la loi sur le code du domaine de l'État. En 76 et aujourd'hui également, les choses ont beaucoup changé. Invité de la matinale de TFM, le professeur Abdoulaye Dièye soutient qu'il urge pour l'État de finaliser la réforme foncière pour éviter d'éventuels litiges. Il déplore les conditions dans lesquelles le président a dissous la Commission nationale de réforme foncière qui n'a jamais recommandé la possibilité pour les collectivités locales d'octroyer des terres. Autre aspect de l'actualité, le Sénégal enregistre 2 nouveaux décès liés au coronavirus, 145 au total sur 868 tests réalisés, 98 sont revenus positifs, 81 cas contacts et 17 cas communautaires, 142 patients sont déclarés guéris et 38 sont admis en réanimation. La directrice de la pharmacie nationale d'approvisionnement rassure, les consommables et équipements pour la réanimation sont disponibles. Dr Anessek Ndiaye estime que tous les besoins ont été satisfaits au niveau des centres de traitement épidémique. Nous suivons ses explications.
Et ce que je pourrais dire, et pour vraiment rassurer, c'est que en tout ce qui concerne les consommables de la réanimation et les besoins qui ont été exprimés, en tout cas par les experts en la matière, ont été satisfaits et aujourd'hui sont disponibles au niveau de la pharmacie nationale d'approvisionnement et qui les met à la disposition des structures sanitaires. Et pour ça, vraiment, c'est un motif de satisfaction parce que ce n'est pas évident. Les équipements ne peuvent pas fonctionner sans les consommables de réanimation. Direction présent à l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène qui fait face à un trop-plein de malades du coronavirus. Les salles d'hospitalisation sont débordées malgré un taux de guérison de 70%. Reportage signé chez Anta Diop et Seyla Thier. Le centre de traitement est niché au fond de l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès. Nous avons trouvé des personnels de santé amoutoufflés dans des combinaisons de protection, visages tirés derrière des masques. Ils sont prêts pour les urgences. À ce jour, nous avons admis 113 exactement, dont un décès. 74 ont été déclarés guéris. Actuellement, on est à 31 malades. On en a admis un ce matin. Il y a 4 qui sont vraiment instables, dont on peut dire qu'ils sont chauds, qui requièrent une surveillance très régulière. Les autres, même s'ils l'ont été au début, actuellement, ça a été maîtrisé avec l'aide de Dieu. Même s'il y a des malades guéris, la guerre est loin d'être gagnée. Là, je vous ai dit qu'on a fait le plein. Les cas communautaires sont dus à ce relâchement. On ne sait plus qui est qui. Si tout de suite, on a 4 sorties, on attend les résultats de certains pour leur signifier leur guérison. Dès qu'ils sortent, les lits sont aussitôt occupés après avoir désinfecté les lits. Docteur Françoise Ndiaye, médecin anesthésiste, déplore le manque de moyens du centre de traitement. Depuis qu'on a ouvert le centre, on fonctionne essentiellement sur fonds propres de l'hôpital. Le directeur a eu à avoir une subvention, mais depuis lors, il n'y a rien qui suit. Et donc, nous sommes quelquefois confrontés à quelques difficultés, notamment financières. Le directeur de l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène, Alioune Faye, donne des assurances. Pour lui, toutes les dispositions sont prises pour sécuriser les autres malades. Puis plus de 2000 enfants remis à leur famille et des milliers d'autres confinés. Une information du gouverneur de Dakar qui procédait à une évaluation avec le ministère de la Famille et certains services de l'État. Al-Hassan Sall en parle au micro de Modou Fall. Nous pouvons donc nous réjouir d'avoir pu faire retourner plus de 1000 enfants, pratiquement 2000 enfants devrais-je dire, dans leur lieu d'origine. Pour les autres, le travail se poursuit car l'opération continue. Nous allons faire en sorte qu'après l'initiative Zéro enfant dans la rue, suive l'initiative Tolérance Zéro par rapport aux enfants de la rue. La plupart d'entre les daras ont subi cette mesure de confinement des enfants. En tout cas, au plus fort de la pandémie, donc de l'état d'urgence et du couvre-feu, ces enfants-là avaient été confinés. Et pour la plupart d'entre eux, pris en charge à travers les actions des préfets dans le cadre des CDPE, mais également les apports des collectivités territoriales et d'autres partenaires. Vous l'annoncez dans les titres, le secteur touristique estime ses pertes liées à la pandémie du coronavirus à 240 milliards de francs CFA, ainsi que des emplois menacés. La Fédération des organisations patronales de l'industrie du tourisme face à la presse annonce que l'État du Sénégal n'a pas encore réglé les factures concernant l'hébergement des cas contacts estimé à 12 milliards de francs CFA, compte rendu de leur conférence de presse de ce matin. Donc signé par Faraning et Diafaraba. Les chiffres sont effarants. En 3 mois, le secteur touristique a perdu un chiffre d'affaires de près de 240 milliards, une estimation de la Fédération des organisations patronales de l'industrie du tourisme qui craint le pire avec la fermeture de l'espace Schengen. Quasiment, les données concordent. Ça veut dire que ce que nous avons donné comme élément chiffré correspondait réellement à la situation économique. Aujourd'hui, il faut réévaluer, décliner une nouvelle feuille de route parce que cette pandémie va durer plus longtemps, va impacter plus durement les entreprises, donc il va falloir faire une nouvelle réévaluation. L'avenir s'assombrit pour ce secteur durement impacté par la Covid-19. L'industrie du tourisme est en train de subir la plus grande crise de son histoire.
avec l'apparition et l'installation du Covid depuis pratiquement 4 mois au Sénégal. Nos entreprises ont subi de plein fouet les impacts négatifs de cette pandémie, avec la fermeture de l'aéroport, la fermeture des hôtels. Une sinistrose s'est installée. Mais un métier qui embauche du personnel. Et quand il n'y a plus d'activité, quand les hôtels sont fermés, c'est là que se pose le problème. Ce n'est pas de bon gré qu'éventuellement des décisions de les mettre en chômage technique ou même de les arrêter. Mais devant une situation qui est là, il faut que nous puissions nous comprendre. Le patronat du tourisme demande également à l'État de payer la note concernant l'hébergement des cas contacts au coronavirus. En tant que patriote responsable, accepter de mettre nos hôtels à la disposition de l'État du Sénégal. Un budget a été mis en place de presque 12 milliards, mais à la date d'aujourd'hui, nos factures sont restées impayées. Et ça, je profite de cette conférence de presse pour interpeller le ministre de la Santé, notre ministre du Tourisme, M. Alioune Sarr, et l'État au plus haut niveau, pour qu'au moins qu'on puisse régler une partie de ces factures qui sont à souffrance au ministère de la Santé. Des solutions pour la relance du tourisme sont attendues de l'État pour éviter une tension sociale dans le secteur. Parlons de culture à présent avec des acteurs des arts qui étaient à Thiès pour procéder à la répartition des fonds alloués aux artistes dans le cadre de la résilience sociale et économique. Les artistes se sont engagés à descendre sur le terrain pour des campagnes de sensibilisation afin de lutter contre le coronavirus. Ce reportage signé Charanta Diop et Seyla Thiar. Thiès, la capitale du rail et de la culture, a été choisie pour procéder à la répartition du fonds alloué à l'Arcos national, un fonds de 60 millions de francs CFA. Nous, on nous a calculé sur la base de 2000 membres. Or que nous faisons plus que cela. Nous avons envoyé une liste de plus de 2000 membres. Comment ça s'est passé? On ne sait pas trop. Alors, j'ai dit très bien, on va voir comment nous allons nous organiser par région, par département. Mais ce qui est sûr, c'est que ce montant-là est loin d'être suffisant, justement pour couvrir l'ensemble des membres qui sont dans les régions. Et d'ailleurs, nous avons même des compagnies et même des départements, voilà, qui n'ont pas été recensés parce qu'eux, ils n'étaient pas prêts de nous donner les listes de leurs membres. Après plusieurs heures de discussion, les 27 présidents d'Arcos venus de toutes les régions du pays se sont entendus sur la grille de répartition. Le représentant de l'Arcos de Thiès est chargé d'en assurer la répartition équitable à destination des ayants droit. Pour l'Arcos de Thiès, sur le plan régional, donc nous avons presque les 500 personnes. Et donc tout à l'heure, nous allons nous réunir avec le président de Tivaouane et de Mbour pour voir par rapport au montant qu'on nous a alloué, comment faire la répartition, pour que tout un chacun puisse se retrouver par rapport à l'argent. Ces artistes comptent sillonner les régions du pays pour mener une campagne de sensibilisation dans les prochains jours. Parlons de toute autre chose à présent avec la coalition And Defarat Chambre de commerce qui se démarque de l'union de la Chambre de commerce de Dakar qui a validé son budget 2020 ce jeudi. Un vote qui a violé les textes selon Biran Diaïwan, membre de la coalition. Il parle de détournement de deniers publics et invite l'État à installer une délégation spéciale. Explication Maïmouna Ndiaye à Gervais Yao. Une assemblée générale sans rapport d'activité, ce membre de la coalition And Defarat Chambre de commerce juge illégal. Il pointe du doigt l'actuel bureau de la Chambre de commerce de Dakar. Pour une première fois, c'était une convocation simple, sans les rapports d'activité quand même de la Chambre. Ce qui nous a quand même paru très bizarre. Pour en avoir le cœur net, j'ai personnellement commis un huissier pour venir aujourd'hui assister à cette assemblée générale, à cette simulacre d'assemblée générale. Quelle ne fut notre surprise? L'accès a été refusé à l'huissier, l'accès a été refusé aux médias. Le conseil spécial du président de la Chambre de commerce de Dakar réfute.
Tenir une assemblée générale en présence d'un huissier de justice, c'est une violation des textes. Seuls les membres du bureau et les élus sont autorisés à accéder à la salle de réunion. Nous avons 60 titulaires et 40 suppléants. 99% ont voté le budget. Dire que c'est illégal, c'est ignorer le fonctionnement d'une chambre de commerce. Tout s'est passé dans la transparence. Les représentants de l'État ont même pris part aux travaux. And Defarat, chambre de commerce de Dakar, parle de détournement de deniers publics. L'opérateur économique dément. Sur presque un budget de 1,8 milliard, ils ont utilisé les 900 et quelques millions pour payer que des salaires. Donc un budget de fonctionnement. 300 et quelques millions, presque 400 millions ont été utilisés pour des voyages. Et vous savez, au Sénégal, depuis le mois de mars, il n'y a pas eu de voyage. Nous invitons les corps de contrôle à venir auditer la gestion. Ils ne verront rien de scandaleux. Parler de détournement, c'est trop dur. Allons d'abord aux élections. Tous ceux qui veulent diriger pourront déclarer leur candidature. Un contentieux qui risque de perdurer, mais en attendant, chacun tire de son côté. Le gouvernement est appelé à jouer un rôle d'arbitre. Et puis Buntu Pikin retrouve son visage habituel après le déguerpissement du préfet. Les récalcitrants retrouvent le site et continuent leurs activités. Ils ne comptent plus céder la place, surtout avec l'approche de la fête de Tabaski. Reportage signé sur place, Habib Faye et Modou Diop. Au lendemain des déguerpissements, les récalcitrants reviennent souvent à la charge après un moment d'absence. Comme au marché de Thiaroye-Gare, les Makenman ne veulent pas jouer les troubles faits. Cette fois, ils décident de coopérer avec les autorités. Les commerçants qui sont derrière le mur, nous nous inscrivons en faux. Parce que tous ces gens qui sont dans les médias ces jours-ci, en disant qu'il y a ici, dans le marché, des gens qui vendent du n'importe quoi, vraiment nous souhaitons, s'ils savent ça, qu'ils n'ont qu'à aider à la police en leur dénonçant. C'est ce que nous souhaitons, nous les commerçants. Même constat à Yembel, ici rien n'est laissé en rade. Garage mécanique, atelier soudeur métallique, vulgarisateur, gargote entre autres, tout est fermé. Ces commerçants et ouvriers sont dans le désarroi. La collecte. Jusqu'à présent, les gens ne parviennent pas à recouvrir la collecte par rapport aux étals. Sous prétexte que l'activité commerciale a été interdite. Le retour dans leur lieu de travail, ravagé par le bulldozer, n'est pas toujours facile. À Buntu Pikin, les vendeurs réclament leur espace de recasement promis par le maire de Pikine Ouest. Dans ces lieux de travail, ces travailleurs étaient sommés de quitter. Ils ont tout simplement plié bagages pour ne pas opposer la résistance. Cette fois, ils interpellent les autorités pour un site de recasement convenable. Habib Faye, direction Ziguinchor, plus de 130 élèves techniciens en agriculture et génie rural en formation ont arboré ce matin des brassards rouges. Ils exigent le paiement immédiat de 7 mois d'arriérés de bourse, entre autres. Boubacar Diassi, Lamine Mandian. Il s'agit du communiqué numéro 5. Grogne des élèves techniciens en agriculture et génie rural du Centre national de formation de Ziguinchor. Ils réclament 7 mois d'arriérés de bourse, arborant ainsi des brassards rouges. Depuis le début de l'année, vous vous imaginez, nous sommes là à souffrir depuis le début de l'année, sans percevoir de bourse. On est là, on quitte 450 km, parcourir tout le Sénégal, venir ici pour étudier. On est là, on souffre, il y a des gens qui n'ont pas de famille ici. Ils sont là, ils payent le loyer, payent la nourriture, parce que les bourses ne sont pas encore disponibles. Exagérer ça, on ne peut pas l'accepter. Ces élèves réclament aussi de meilleures conditions d'études, mais aussi leur recrutement par l'État après 3 ans de formation. Le Centre national de formation des techniciens en agriculture et génie rural, c'est le seul centre au Sénégal qui forme des techniciens qui sont sur le terrain. C'est un centre archaïque, trop de difficultés. Nous utilisons des moyens très archaïques. Nous utilisons des pelles pour labourer.
nous utilisons des choses manuelles. Alors qu'on sait que l'agriculture tend à la motorisation. Voilà, il y a aussi 5 promos d'or qui attendent le recrutement. Maintenant, l'État doit faire tout pour pouvoir faire un recrutement massif. Au total, 137 élèves techniciens en agriculture et génie rural sont en formation dans ce centre national. Puis les évêques du Sénégal sortent un nouveau communiqué pour s'adresser aux fidèles catholiques. Dans le document parvenu à la rédaction, l'Église dit suspendre toujours ses activités pastorales. La fermeture des lieux de culte se poursuit donc compte tenu de la gravité et après consultation de spécialistes de santé publique. Les détails avec Daniel Diouf. Il s'agit du communiqué numéro 7 depuis le début de l'épidémie au Sénégal. Dans ce contexte de propagation accélérée du virus, les évêques exhortent les fidèles catholiques de leurs diocèses respectifs à redoubler de patience dans la foi et l'espérance. À travers ce communiqué, l'on est tout au moins certain que l'Église n'est pas prête à rouvrir ses portes pour la reprise de ses activités religieuses. Seule lueur d'espoir, une reprise ultérieure du culte et des activités pastorales aux environs de la 15 août 2020. Peut-être, précise le communiqué des évêques du Sénégal. Mais un tel scénario reste suspendu à la stabilisation de la situation sanitaire du pays. Compte tenu de la gravité de la situation, les évêques disent avoir recueilli l'avis de certains spécialistes, des médecins et personnels de santé de leur communauté. Des consultations qui les ont amenés à retenir, entre autres points, la persistance de nouvelles contaminations, la propagation de la pandémie dans les zones et contrées initialement épargnées, la nécessité d'évaluer la situation de la pandémie après la réouverture des marchés, la reprise du transport interurbain, la réouverture des classes et la levée de l'état d'urgence. Tous ces points traduisent combien la situation actuelle ne milite pas en faveur d'une ouverture immédiate de nos églises pour le culte, soutiennent les évêques du Sénégal qui assurent les fidèles du Christ de leur affection pastorale et de leur prière pour le pays et tous ses habitants. Merci à vous Daniel Diouf, direction Mali, avec une situation qui dégénère avec la 3e manifestation du M5, l'Assemblée nationale saccagée ainsi que d'autres édifices stratégiques du pays. Malheureusement, Omar Diop, journaliste au quotidien L'Impartial, n'est pas en ligne. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Voilà, c'était tout pour ce 20.